C'est un plaisir de vous retrouver. Dans ce 64e numéro de la deuxième saison, nous allons parler de l'efficacité de l'aide internationale au Sahel central. Mais avant, je vous rappelle le thème abordé dernièrement. Nous faisions l'état des lieux des conflits entre agriculteurs et éleveurs. À chaque fois que les agriculteurs de la zone nous voient, ils nous considèrent comme des étrangers. Et pourtant, nous sommes des Sénégalais comme eux. Nous sommes là pour trouver du pâturage pour notre troupeau. Mais malheureusement, eux, ils occupent la terre durant la saison sèche et la saison des pluies. C'est anormal. Notre principale difficulté, ce sont les éleveurs. Ils envahissent nos périmètres maraîchers durant la nuit, vers 4 heures, voire 5 heures du matin, pour nourrir leurs troupeaux. C'est un véritable problème dans notre zone et cela peut engendrer des conflits et parfois, il faut que cela cesse. Les conflits, parfois, ne sont pas des conflits uniquement entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est parfois agriculteur-agriculteur, et ceci aussi est valable entre éleveurs et éleveurs. Mais ça oppose aussi les éleveurs à l'État parfois, ou les agriculteurs à l'État. Il y a eu beaucoup de stratégies pour éviter ces conflits, mais malheureusement que ça persiste. Aujourd'hui, ça a pris une autre dimension. Il y a beaucoup d'instrumentalisation sur fond de présence de groupes armés terroristes, sur fond de présence de bandits. Dans ce numéro, avec nos partenaires, nous soutenons les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins immédiats des populations en travaillant dans le cadre du plan d'intervention humanitaire. 8 organisations ont également à ce jour assisté plus de 730 000 personnes. C'est pour cette année seulement et c'est un bon début, mais cela représente tout juste 19% des personnes que nous voulons assister. Le plan d'intervention humanitaire de 935 millions de dollars de 2024 n'est financé qu'à hauteur de 17%, ce qui représente environ 157 millions de dollars. On avait l'impression que c'était la France qui dictait donc leurs actions, ce qui a fait qu'il y a une sorte de confusion entre la communauté internationale et notre pays colonisateur qui était la France. Donc il y a cette confusion-là qu'il faut, de mon point de vue, écarter. Tout me laisse croire qu'ils sont de connivence avec ces terroristes. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis fin à leurs activités au Niger et je pense même que ça a trop duré. Ces ONG œuvrent auprès des populations les plus démunies, les plus meurtries, les victimes de guerre, les victimes de conflits intercommunautaires, donc leur assistance n'est plus à démontrer. Les populations vivant dans des situations alimentaires très critiques et des populations victimes de conflits de guerre. Il y a une corruption qui a été prouvée également par les études, notamment des études de la Banque mondiale et du FMI. Et encore, il y a encore des thèses, encore des recherches encore là-dessus. Et je pense que dans des pays très pauvres et des pays en développement aussi, la question de la corruption au niveau du système d'aide internationale n'est pas une surprise. Vous l'auriez compris, nous vous proposons de revenir sur l'efficacité de l'aide internationale au Sahel central. Ce magazine vous parvient avec le soutien de la fondation Open Society. Plusieurs pays africains tremblent depuis la fin du mois de janvier. L'Agence américaine de l'aide internationale, USAID, a été suspendue pour 3 mois par le nouveau président américain Donald Trump. En 2023, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont capté 453,7 milliards de francs CFA de l'aide américaine. Au Sahel central, la crise humanitaire touche 17 millions de personnes aujourd'hui. Les lignes de front ne sont pas figées. Elles bougent en fonction des changements d'allégeance des différents groupes armés, une situation qui, entre autres, jette les populations sur les routes pour fuir les combats. Pour prendre en charge ces victimes au Burkina Faso, par exemple, le pays bénéficie de l'aide internationale. Plusieurs organisations internationales interviennent dans l'accompagnement des personnes déplacées internes et autres victimes. Mais il y a cette question. Cette aide est-elle suffisamment efficace? Pas vraiment. De l'avis des autorités de ce pays.
Allons plus en détail dans ce sujet de Martin Kaba, l'un de nos reporters au Sahel central. Début février 2025, la ministre en charge de l'action humanitaire est évaluée par le chef du gouvernement. Le commandant Pélagie Kaboré est satisfaite des actions menées par son département au cours de l'année écoulée au profit des personnes vulnérables. Concrètement, il faut dire qu'il s'agit d'actions en faveur de l'autonomisation des cibles du ministère, constituées essentiellement des personnes pauvres et vulnérables, des PDI, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées. Donc, pour 2024, il faut dire que nous avons à peu près 1 900 000 personnes qui ont bénéficié d'assistance alimentaire. Il s'agit de PDI, de personnes vulnérables et de personnes victimes de catastrophes. Et nous avons autour de 80 000 femmes qui ont bénéficié de crédits pour financer leur AGR, dont des femmes PDI. Au Burkina Faso, plusieurs organismes interviennent dans le soutien et la prise en charge des personnes déplacées internes et autres personnes vulnérables. En 2024, selon des chiffres officiels, 6,3 millions de Burkinabés étaient dans le besoin d'une aide humanitaire, soit 27% de la population. Un besoin en partie comblé par les actions des organisations humanitaires nationales et internationales dont l'ONU. Stéphane Doujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Avec nos partenaires, nous soutenons les efforts du gouvernement pour répondre aux besoins immédiats des populations en travaillant dans le cadre du plan d'intervention humanitaire. 8 organisations ont également à ce jour assisté plus de 730 000 personnes. C'est pour cette année seulement. Et c'est un bon début, mais cela représente tout juste 19% des personnes que nous voulons assister. Le plan d'intervention humanitaire de 935 millions de dollars de 2024 n'est financé qu'à hauteur de 17%, ce qui représente environ 157 millions de dollars. Au-delà de l'ONU, à travers son bureau de coordination des affaires humanitaires, l'Union européenne apporte également une aide aux personnes vulnérables. Une prise en charge dans la nutrition, la protection, la santé, l'hébergement, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation et bien d'autres. Sauf que cette aide humanitaire est parfois jugée en déphasage avec les réalités locales. Le message a été porté par l'ex-ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Somé lors de la commémoration de la journée de l'aide humanitaire en 2024. Le fait qu'ils sont souvent exposés à des dangers et malgré l'adversité, à sauver des vies, à protéger les populations affectées par la crise et surtout à leur apporter l'assistance nécessaire dans tous les domaines. J'ai saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la communauté humanitaire pour les inviter à renforcer leur alignement sur les orientations nationales et en accordant la priorité à l'autonomisation et à la résilience des populations. En janvier 2023, d'ailleurs, le Burkina Faso avait suspendu les vols humanitaires organisés par le Programme alimentaire mondial PAM en raison, je cite, d'un manque de coordination de l'agence onusienne avec les autorités compétentes nationales. Une interpellation bien reçue par la coordonnatrice résidente de la coordination humanitaire du système des Nations Unies, Caroline Bernardine. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, nous avons un plan de réponse humanitaire estimé à un coût de 935 millions de dollars. À ce jour, nous avons sécurisé à peu près 27% de ce montant. Ça veut dire 256 millions de dollars, ce qui n'est pas suffisant. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires, mais j'entends l'appel de la ministre et nous nous accordons sur ces principes justement pour mieux coordonner et assurer qu'on complémente l'assistance urgente avec des actions de résilience. Selon un rapport de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data, spécialisé dans la collecte, l'analyse et la cartographie de crises de données désagrégées sur les conflits, au moins 6100 personnes ont été tuées au Burkina Faso en 2024 dans le cadre de la crise sécuritaire et la majorité des victimes sont des civils. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Blaise Kientega, analyste burkinabé des questions sécuritaires, s'exprime sur le sujet de la semaine en prenant en compte le contexte burkinabé. On avait l'impression que c'était la France qui dictait donc leurs actions, ce qui a fait qu'il y a une sorte de confusion entre la communauté internationale
et notre pays colonisateur qui était la France. Donc il y a cette confusion-là qu'il faut, de mon point de vue, écarter pour dire que on a le HCR qui intervient au Burkina Faso depuis très longtemps. On se rappelle les 33 000 Maliens qui étaient réfugiés dans le Sahel. C'était dans les années 2011-2012 où le HCR, en étant au Burkina Faso, a mené beaucoup d'interventions humanitaires, donc dans le Sahel, sur le territoire du Burkina Faso. Quand le Burkina Faso a connu le terrorisme, également, il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a mené des actions humanitaires. On a aujourd'hui, par exemple, des ONG comme la Croix-Rouge, comme le HCR, etc., qui mènent merveilleusement des actions qui sont des instruments donc, du système des Nations Unies, comme le PAM, qui mènent merveilleusement des actions. Donc je peux dire qu'il y a en fait il y a eu un accompagnement de ces organisations-là. On a le projet de stabilisation donc, dans la zone de Kaya et Kongoussi ou autres. Donc, je ne peux pas dire que la communauté internationale a abandonné le Burkina Faso en tant que tel. Mais je peux dire que dans la version communauté internationale telle que pensée par notre pays colonisateur qui est la France, on peut dire oui, la communauté internationale à ce niveau-là n'a pas compris les pays africains. Blaise Kientega, analyste burkinabé des questions sécuritaires. Nous quittons le pays des hommes intègres pour le Niger. Sur place, Murtala Zouberou, un autre reporter de la WADR au Sahel central. Avec lui, nous verrons que l'efficacité de l'aide internationale est au cœur du débat. Cette aide est salutaire selon divers acteurs, mais ceux rencontrés, par exemple, estiment que les pays sahéliens ont juste besoin d'une aide en termes de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité. Écoutez. Le système d'aide actuel continue d'être évalué au Niger. Selon Al-Qassam Abdraman, un humanitaire nigérien, une meilleure adaptabilité doit être intégrée au système afin d'assurer une planification efficace à l'avenir permettant de se préparer aux mouvements continus et aux ressources à déployer. Quand vous regardez les chiffres par rapport au déplacement de population, les chiffres par rapport aux besoins alimentaires et non alimentaires, les chiffres même par rapport aux besoins même d'aide budgétaire et de soutien des institutions de Bretton Woods pour ces pays, ou même peut-être les taux d'endettement de ces pays. Donc, tous ces chiffres ne sont pas en train de dire que réellement, c'est des pays complètement autonomes et indépendants qui n'ont besoin de l'aide des personnes. L'identification des donateurs est une étape clé dans le processus d'acceptation et de mise en œuvre de l'aide internationale. Al-Qassam Abdraman. Mais pour décoloniser même les systèmes de l'aide, pour les désoccidentaliser, il faut créer une capacité de mobilisation des ressources et un système de solidarité africain, interafricain ou si on veut sahélien, intersahélien. Donc, mais où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Donc, est-ce que l'enrichissement illicite, la corruption, la malgouvernance, l'injustice sociale, est-ce qu'ils peuvent nous laisser lever la tête, réfléchir, penser à un truc qui est réalisable? C'est ça la question. Et selon l'analyste nigérien des questions sécuritaires, Amadamou, l'aide internationale doit se faire selon les priorités définies par les pays bénéficiaires. L'aide que le Sahel a besoin, c'est véritablement une aide sincère dans le domaine de la coopération militaire, dans le domaine des renseignements, dans le domaine des renforcements des capacités des forces de défense et de sécurité en matériel et en technologie adéquate pour leur permettre de venir à bout de ce terrorisme et de combattre définitivement le terrorisme. Il faut que cette aide-là respecte la dignité des peuples sahéliens. Il faut que cette aide respecte les priorités des autorités des différents pays, voire même de la Confédération des États du Sahel. Les militaires au pouvoir ne cachent pas leur méfiance vis-à-vis des organisations humanitaires, méfiance que partagent certains Nigériens. Des ONG qui ont circulé dans les zones de conflit, c'est-à-dire les zones où les terroristes sévissent. Nous ne savons pas, les autorités en tout cas, avant le 26 juillet 2023, et tout me laisse croire qu'ils sont de connivence avec ces terroristes. Donc,
je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis fin à leurs activités au Niger et je pense même que ça a trop duré. Ces ONG œuvrent auprès des populations les plus démunies, les plus meurtries, les victimes de guerre, les victimes de conflits intercommunautaires, donc leur assistance n'est plus à démontrer. Les populations vivant dans des situations alimentaires très critiques et des populations victimes de conflits de guerre. Ces personnes-là vont se retrouver sans assistance parce qu'eux, ils vont là où l'État n'est pas les pieds. Le contrôle strict des activités des organisations humanitaires a été instauré. Récemment, le Comité international de la Croix-Rouge a été prié, à travers une note verbale, de quitter le pays. De Niamey, Murtala Zouguirou pour West Africa, Démocratie Radio. Dans le cas malien, depuis le second coup d'État en 2021, certaines puissances étrangères ont réduit ou même suspendu l'aide qu'elles apportaient au pays. Cette aide, qu'elle soit à travers un financement de projets ou d'ordre humanitaire, représente une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes en situation difficile. Des détournements de fonds alloués entravent son efficacité. Les autorités maliennes se disent conscientes des conséquences qui pourraient en découler et ont pris des initiatives pour combler les besoins des communautés. Les explications de notre correspondant à Bamako, Aliou Cham. Le site des déplacés internes de Faladje en périphérie de Bamako accueille depuis plusieurs années des milliers de personnes. Vivant au quotidien dans la précarité, ces déplacés bénéficient tout de même de l'aide internationale à travers des organisations humanitaires. Cette aide essentielle pour leur survie ne parvient pas à toutes les personnes dans les besoins. Mokhtar Sissi est le responsable du site. Je ne peux pas dire que ça répond réellement. Tant que ces besoins-là n'atteignent pas à son niveau, donc on ne peut pas dire que ça répond réellement. Il donne quand même ce que les gens en ont besoin, mais dire qu'il satisfait aux besoins de ces gens-là, je peux dire non, parce qu'il y a beaucoup de déplacés qui ne reçoivent rien de ces aides-là. Par exemple, on a beaucoup de déplacés qui sont là, mais qui ne sont pas reconnus comme des déplacés. Donc, je crois qu'un déplacé est égal à un déplacé. Donc, c'est des gens qui ne reçoivent pas les aides des ONG. Mokhtar plaide donc pour une meilleure distribution de l'aide internationale. Si ça arrive, il faut voir, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment dans les besoins, de ne pas faire la ségrégation et partager. À chaque fois que les choses viennent, ça vient en retard. Bon, les déplacés en général, si c'est pas le mois de carême, on peut faire 2 mois, 3 mois sans avoir des dons. Alors que les États-Unis ont suspendu l'aide dans les pays, les autorités maliennes ont récemment dénoncé des détournements de 8 milliards de francs CFA. Ces fonds, estiment cet humanitaire, sont utilisés en faveur des agendas cachés. Ces fonds, c'est d'autres qui le profitent ou qui le mettent à profit pour d'autres buts, pour d'autres raisons que nous ne sommes pas en mesure de répondre. Mais véritablement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans notre action, il y a ce qu'on appelle des organisations qui sont là pour coordonner toutes les aides, non seulement pour plaider en faveur des aides, pour coordonner les actions humanitaires, pour permettre à ce que l'aide puisse parvenir aux bénéficiaires et que les acteurs ne puissent pas se ruer aussi pour être 2, 3, 4 dans la même localité à faire la même chose. C'est pourquoi il y a une coordination pour permettre à ce que l'aide puisse être non seulement variée en fonction des zones et que les aides puissent parvenir aux communautés. Une situation qui freine l'efficacité du système d'aide internationale. Mohamed Maïga, analyste sécuritaire. Il y a une corruption qui a été prouvée également par les études, notamment des études de la Banque mondiale et du FMI. Et encore, il y a encore des thèses, encore des recherches encore là-dessus. Et je pense que dans des pays très pauvres, et des pays en développement aussi, la question de la corruption au niveau du système d'aide internationale n'est pas une surprise. L'argent au final arrive aux populations vulnérables, malheureusement, divisé par 4, divisé par 3. Donc, c'est pas efficace. Il souligne par ailleurs l'importance de cette aide qui a permis de soulager les besoins des communautés locales. Le système d'aide internationale a été intéressant. Parce que il avait cette capacité d'atteindre les populations dans les zones les plus acculées et dans les zones les plus précaires. Et ça, à ce niveau-là, je pense que partout dans le monde, pas forcément proprement à l'Afrique ni au Sahel exactement, mais c'est un système qui a apporté quelques solutions et qui a permis à des populations de sortir de la misère. Par contre, ce système est également un système assez bancal dans le sens où pour
pour des pays pauvres ou en développement, on peut le dire dans les deux sens. C'est pas propre en Afrique, encore une fois. Face à la suspension de l'aide internationale, les autorités ont mis en place un plan d'action de plusieurs milliards de francs CFA pour minimiser les impacts sur les populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire. Ainsi, des organisations locales espèrent une collaboration avec l'État pour intervenir efficacement auprès des personnes en situation délicate. De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Sur l'aide internationale, un anthropologue a écrit un livre. Il s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan. Son ouvrage est intitulé « L'enchevêtrement des crises au Sahel », ouvrage publié aux éditions Cartala il y a 1 an. Jean-Pierre Olivier de Sardan, chercheur franco-nigérien. Il y a une contradiction entre cette aide dont les pays sont devenus dépendants et le fait que, en même temps, elle a échoué. Elle a échoué dans ses grands objectifs. Au fond, cette aide a eu beaucoup de succès tactiques. On va toujours dire que les indicateurs de la mortalité maternelle se sont améliorés, de la mortalité infantile, du niveau de vie des pauvres, etc. Ok, il y a une batterie d'indicateurs quantitatifs qu'on peut toujours mobiliser et les organisations internationales ou les agences d'aide ou les ministères du Nord ne se privent pas pour vanter leurs résultats. Mais en même temps, les objectifs stratégiques, aucun n'a été atteint. Premier objectif stratégique, diminuer de façon significative la pauvreté. La pauvreté, c'est absolument pas diminuer. On est bien d'accord. Un deuxième objectif, c'était de mettre fin à la dépendance à l'aide. L'aide doit arriver à ce que les pays puissent s'en sortir tout seuls. Absolument pas, on est toujours et exactement dans la dépendance à l'aide. Un troisième élément, c'est devait arriver à ce que les services publics soient de qualité. Dégradation partout des services publics. Il y a eu une amélioration dans l'accès aux services publics. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés, de plus en plus d'hôpitaux. Mais dans les écoles où les enfants sont scolarisés, le niveau a baissé de façon catastrophique. Cette histoire des services publics est pour moi centrale, ça se voit très facilement. Prenez n'importe quelle réunion de cadres nigériens, de cadres maliens, de cadres burkinabés et demandez-leur s'ils ont leurs enfants à l'école publique. Presque aucun. Demandez-leur s'ils vont au dispensaire du coin se soigner. Aucun. C'est bien ça que reprochent les populations au gouvernement. Tout le monde sait au Niger ou dans les pays voisins que l'école est catastrophique. Tout le monde sait qu'elle ne produit que des chômeurs vaguement lettrés. Au fond, c'est un peu ça qu'elle produit. Et alors, du coup, quand les djihadistes viennent en disant « Ah bah l'école occidentale, vive l'école coranique, etc. », peut-être qu'ils ont plus d'audience du fait de cette faillite de l'école à l'occidentale, on va dire. Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue franco-nigérien. Dans le Sahel, épisode 64, 2e saison, c'est terminé. Cette semaine, le thème s'intitule « Efficacité de l'aide internationale au Sahel central ». Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society, magazine à retrouver sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72. +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut